Passionnés de science, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire un épisode qui va concerner particulièrement les bureaux d'études, certains laboratoires de recherche universitaires qui sont plutôt naturalistes, plutôt spécialistes dans différents règnes du vivant, mais qui ne sont pas trop compétents en informatique poussée, traitement du signal, génie dans le sens automatisation, et encore moins apprentissage machine. Pour les associations aussi, qui s'intéressent de près à certaines espèces et qui voudraient les suivre par acoustique passive. L'acoustique passive, c'est le fait d'enregistrer des sons passivement, c'est-à-dire sans générer de signal actif. C'est-à-dire, je n'imite pas le cri d'une espèce animale en espérant que ça va générer une réponse que j'enregistre. J'écoute par défaut ce qui se passe. Alors, je fais cette vidéo parce qu'il y a quelques jours, le géant Elsevier, donc c'est un des géants de la publication scientifique, m'a demandé de reviewer, de critiquer un article. Une équipe. Alors, je peux pas vous donner les détails parce que c'est interdit. Enfin, Elsevier me l'interdit. Ce que je peux vous dire, c'est pour la revue Ecological Informatics. Et c'est normal, on ne doit pas divulguer les informations. Il y a une équipe de gens derrière qui essaie de publier des résultats, de défendre le caractère nouveau, original de leurs travaux. Ils sont en compétition avec d'autres chercheurs sur la planète. Ça, je pense que vous le comprenez. Et donc, j'ai fait mes remarques sur cet article. Et bien que je ne puisse pas vous donner de détails sur cette équipe, sur ce travail, je voudrais vous partager dans cette vidéo YouTube les remarques principales pour faire profiter la communauté, et notamment ceux qui veulent faire un détecteur acoustique automatique de sons d'oiseaux, d'insectes, d'amphibiens, de cétacés, enfin, je vais dire de manière générale, de tous les animaux qui font un son, au moins un type de son. Brièvement, c'est une équipe qui a posé un hydrophone, donc un microphone adapté à l'eau, dans un estuaire. Ça pourrait être en milieu littoral, ça pourrait être en rivière aussi. Hein. Dans notre exemple, ça n'a pas changé grand-chose. Et ils ont enregistré pendant 3 jours en continu, presque. Et ensuite, ils ont traité les données en laboratoire. Ils ont essayé de faire un détecteur de son d'une espèce de dauphin particulière qui vit dans le secteur. Le gros problème, c'est qu'ils ont enregistré sur un seul site pendant 3 jours. Et donc, du coup, ils ont construit un modèle, et à la fin, l'équipe concluait en disant: nous avons construit un détecteur de cette espèce, de sifflement de cette espèce. Et ben non, là, je suis désolé, j'ai pas rejeté l'article, mais franchement, je trouvais que c'était vraiment pas sérieux. Non, pourquoi? Parce qu'ils ont enregistré au même site. Donc vous avez des enregistrements qui sont... en fait, l'hydrophone n'a pas bougé. Donc vous avez certes pendant 3 jours certains paramètres qui évoluent, mais pas beaucoup. 3 jours sur une année, toutes les variations saisonnières sont complètement absentes. Et puis il n'y a pas de variation de la topographie, de la végétation. Or, la moindre variation topographique, de végétation, de positionnement par rapport au sens du cours d'air, tout ça, ça change énormément les enregistrements sonores. Alors, quand on n'est pas du métier, on a du mal à comprendre pourquoi. Mais je vous garantis que quand vous ouvrez les spectrogrammes et que vous baladez dedans, oui, vous comprenez qu'effectivement, ça n'a rien à voir, même en faisant parfois 50 mètres, 100 mètres, il se passe énormément de choses dans le spectrogramme. Et donc, le problème, c'est qu'ils ont enregistré pendant 3 jours et ils ont fait en fait Moi, je leur ai dit, j'ai demandé révision majeure parce que je voulais pas reject, je trouve ça vraiment méchant. Ils disaient, je leur ai dit, vous avez construit un modèle site dépendant. En fait, vous n'avez aucun moyen de savoir si, en fait, vous avez vraiment construit des modèles qui sont capables de reconnaître des sifflements de cette espèce de dauphin, ou est-ce que vous avez appris à reconnaître le bruit de fond, ou voire même en particulier, est-ce que vous avez appris à reconnaître les sifflements de cette espèce dans ce quartier-là, dans ce coin du monde. 3 jours de données. Bon, c'est vrai que manuellement c'est énorme à donner, mais quand il s'agit de créer un détecteur solide, a fortiori qui va être utilisé par d'autres équipes, peut-être dans le même pays, du même continent, ailleurs, voire ailleurs dans le monde, ça va être la bérésina, les résultats de ce genre de modèle. Deuxième remarque, ils avaient échantillonné à 45 000 Hz. Je vous rappelle que si vous échantillonnez à 45 000 Hz, le théorème de Nisquith-Shannon dit que vous pouvez du coup espérer capter les sons qui sont entre 0 et 22 500 Hz. Donc enregistrer les sons que entre 0 et 22 500 Hz pour des dauphins,
C'est très discutable. 45 000 Hz d'échantillonnage, c'est bon pour les espèces d'oiseaux au milieu aérien continental, terrestre, pardon. Mais pour du dauphin, non. Franchement, en plus, ça clique les dauphins. Une partie du signal peut être dans les harmoniques hauts. Même les sifflements, moi j'en ai vu fréquemment qui montent à plus, largement plus de 22 500 ou Hertz. Hein. Autre remarque, quand vous construisez un modèle, que vous mesurez des paramètres descriptifs et que vous donnez un nombre d'exemples à donner à un algorithme de machine learning, que ce soit SVM, que ce soit un réseau de neurones, que ce soit une forêt d'arbres décisionnels, dans tous les cas, il faut impérativement que les exemples que vous avez étiquetés à la main d'apprentissage ne soient pas les mêmes que ceux de test. C'est-à-dire que vous allez étiqueter une partie des données, normalement vous êtes obligé, mais il ne faut pas que un exemple donné soit à la fois dans la base de données d'apprentissage et la base de données de test. Et même d'ailleurs, sensu stricto, on devrait avoir trois pools. Train, ensuite un premier test qui va permettre d'optimiser les paramètres d'apprentissage, et ensuite le modèle optimisé lui demander des prédictions sur le test. Et ensuite, même sensu stricto, il faudrait faire vos scripts de manière à ce que les sélections soient aléatoires. C'est-à-dire que vous avez, on va dire que vous avez étiqueté 1000 exemples, même si c'est pas beaucoup. On va dire qu'il faut, il faut que vous écriviez un code qui va aller sélectionner aléatoirement 333 exemples pour le premier ensemble, 333 autres exemples pour le deuxième ensemble, et 333 autres exemples, les restants pour 334 pour le dernier. Donc vous allez faire un apprentissage une fois sur le premier ensemble, faire des tests sur le deuxième ensemble, essayer d'optimiser et ensuite voir les performances sur le troisième ensemble. Et ça, donc cette itération, vous allez faire un certain nombre de fois. C'est comme ça qu'on est à peu près sûr que ensuite les performances soient fiables. Vous allez donner rappel égale 95%, plus ou moins 3%. Sensibilité égale 93%, plus ou moins 4%. Et d'ailleurs, c'est une critique que j'ai faite à cette équipe, ils avaient mis uniquement la sensibilité, je crois, ou la précision. Mais les mesures de performance vont toujours par deux. C'est, par exemple, si vous mettez la précision, vous devez mettre le rappel. Et par extension, moi je vous conseille de mettre le F-score, qui est une espèce d'harmonie, enfin, c'est pas une espèce, c'est une harmonie de la précision et du rappel. Voilà, ne mettez pas que ce qui vous arrange en espérant que ça va passer, parce que là, je sais pas ce qu'ils s'imaginaient, mais je les ai vus venir de loin. Voilà, j'espère que ce retour d'expérience pourra vous être utile. Si vous avez des questions simples, mettez-les dans les commentaires. Si vous avez des questions plus techniques parce que vous êtes une association ou un laboratoire de recherche universitaire ou un bureau d'études, vous pouvez me contacter par mail. Je vous mets un mail professionnel dédié exclusivement à ça. Je vous mets les références de mon sujet de thèse dans la description sous la vidéo de manière à ce que vous puissiez vérifier si je suis bien ce que je déclare être dans ce domaine. Pour les curieux qui ont apprécié éventuellement ce sujet, je vous invite à vous abonner et merci de votre attention. Et si vous voulez manifester votre contentement, vous pouvez me le faire savoir en laissant un pouce vers le haut, pardon.